Grand 3, l'Empire, troisième et ultime entropie. Petit a, la conquête du pouvoir d'Empire, le chef de famille. Avant d'en venir au développement intermédiaire, celui qui écarte les extrêmes, qui est la voie de passage, la médiation vers le mode de production féodal, il nous faut proposer un premier bilan, entre guillemets, de la répétition anthropique à partir de la mesure choisie. Deux points, le système de parenté. Ainsi, nous reprendrons le parcours de la phénoménologie selon l'essentielle catégorie de la logique. Aristote sera notre guide. Tout concept, dit-il, se développe en extension et en compréhension, c'est-à-dire en quantité et en qualité. Ainsi, les femmes et la femme. Mais, ce qui est le plus important, c'est que ce développement se fait en raison inverse. Plus l'extension se développe, plus la compréhension, le sens, se réduit. Appliquons cette conceptualisation à la répétition anthropique, caractéristique majeure de la phénoménologie. Cette répétition se développe selon une territorialité, extension, de plus en plus étendue. Deux points, la tribu, la cité antique, l'empire. La compréhension chemine parallèlement mais contradictoirement. Plus la territorialité se développe et plus le sens se réduit. Le système de la parenté, originellement, est celui de la plus grande compréhension et de la plus petite extension. En fin de parcours de développement du vieux monde, ce sera le contraire. Au commencement, donc, l'ontologie, la création de l'être, le plus grand pouvoir du système de la parenté, puisqu'il a le pouvoir de l'ontologisation. Ce pouvoir démiurgique est, deux points. 1. L'accès à la répétition, le devenir devenant l'identique, le même. 2. L'engendrement réciproque de l'endogamie et de l'exogamie. Le système de la parenté est alors le tout de l'être. La sociabilité atteint la perfection de l'échange et l'assurance de sa durée. Cette perfection apodictique, vraie, réelle, nécessaire, n'est autre alors que l'être. Une telle perfection ne peut être que le sacré. Deux points. L'interprétation laïque de l'être, comme ontologisation, permet de révéler son ambivalence et ambiguïté constitutive. Deux points. L'être substance, en soi, intangible, fermé car porteur du sacré, ou être du procès de production, objectivation de la praxis lorsqu'elle dispose des moyens de la reproduction sociale. Tantôt le répétitif dit l'être, tantôt le moyen d'être. Tantôt il ontologise, tantôt il phénoménologise. Le même processus est porteur de la plus grande différence, celle du passage de la réciprocité, de l'exogamie et de l'endogamie, à la contradiction, à l'antagonisme. Alors s'ouvre le champ du devenir, comme développement de la chute de l'être, de la répétition anthropique. Ce développement phénoménologique est d'abord celui du développement du tribalisme et le passage à la cité antique. La cité antique est le moyen et le lieu de l'urbanisation de l'ontologie. Urbanisation entre guillemets. C'est un premier rétrécissement décisif. L'être n'est plus le seul répétitif. L'ontologisation devient phénoménologie. Cette chute de l'être, de l'immanence parfaite, du non-savoir, de l'identification de tous les attributs dans la substance, décompose l'être par expérimentation et l'usage urbain. Le fonctionnel et le relationnel apparaissent en tant que tels. Ils deviennent le moyen de leur propre développement. Leur déploiement est créateur d'une spatio-temporalité qui multiplie les spatio-temporalités urbaines. Le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel s'organisent en un système synthétique. La cité se fait outil de la cité, le développement de l'un de ses attributs entraînant le développement de l'ensemble. C'est ce mouvement urbain qui devient la nouvelle expérience de l'être. C'est le faire qui est l'être. La praxis est créatrice d'ontologie. Elle est ontologisation. Car l'être premier, entre guillemets, nous l'avons constaté, est aussi ontologisation. Son système d'immanence et de réciprocité est ontologisation. Mais la nouvelle ontologie invente, entre guillemets, pure création de la praxis, les moyens du devenir historique.
Deux points, le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel de la cité en tant qu'ensemble organique, totalement coupé de la première ontologisation. Dans le premier cas, ces attributs de la praxis existent, aussi, évidemment, mais en tant que blocage de la praxis, parce que le répétitif est encore tout puissant. La participation à l'être sert alors de faire. La participation à l'être sert alors de faire. La cité antique inverse cette relation. Le faire est l'être. Celui-ci devient opérationnel, entre guillemets. La praxis a gagné. Trois opérateurs explorateurs du temps et de l'espace, de leur objectivation en spatio-temporalité qui se développe en histoire macrosociale et microsociale, vie publique et vie privée. L'espace et le temps de cette création de la cité deviennent des formes, a priori, du vécu de la cité et du vécu de la conscience. Le bilan, entre guillemets, du système de la parenté est un constat évident. Ce système ne fait que suivre le mouvement de la praxis. À l'origine, il est tout puissant. Il ordonne l'être. Il a le pouvoir d'ontologiser. En se répétant, il crée une apparence d'éternité. Il apporte la certitude d'être, la volonté d'être, en une période de manque effrayant. C'est le bon et nécessaire usage de l'ontologie. Avec la cité antique, le rôle démiurgique du système de la parenté originelle s'efface. Il n'est plus qu'une modalité du relationnel, un mode de l'attribut, une détermination qui, certes, se conserve et se répète, mais comme une superstructure qui a perdu son infrastructure, la division du travail. Mais, alors, il reprend du pouvoir, celui de la translation à la cité, pouvoir opérationnel de la superstructure sur la superstructure. S'immisce dans la praxis de la cité un système de la parenté venu d'ailleurs, d'avant, qui n'a plus la valeur de la nécessité, mais la valeur d'un jeu d'alliance, qui, à l'origine de la cité antique, peut même avoir valeur de surdétermination. Mais celle-ci s'efface au profit de la mixité, qui sera la norme de la cité, la raison de sa puissance. Le système de la parenté sera l'expression de la mixité de clans et de classes sociales, entre parenthèses. Le système originel se prolonge dans la mesure où il consent au partage du pouvoir civique. Du coup, il perd l'essentiel de son pouvoir d'ontologisation. Alors, la dualité, la contradiction apparaissent dans l'être. Celui-ci se déchire. Il devient la dualité sans réconciliation des pédates et de la loi. Le système de la parenté, après avoir été le moyen de conciliation des contraires, se fait le lieu d'un irréductible conflit. Antigone et Créon. L'Empire achève le parcours de la répétition anthropique du système de la parenté originelle. Il est la perte totale de la nécessité originelle, de l'ontologie, du sens, du partage. L'entropie se fait radicale, finale. Le vieux monde atteint son ultime réalisation, l'impasse d'un pouvoir absolu, centralisé, tyrannique, qui n'a d'avenir que sa décomposition. La maximale extension territoriale est aussi la maximale réduction de la compréhension. C'est alors un double effacement du sens. Le processus de décomposition du même atteint le principe même de sa production, celle de son origine. Le clan. La nouvelle et ultime guerre civile du même peut alors s'accomplir, mais cette fois, c'est celle du clanisme, du principe originel, et jusqu'alors support du système de la parenté. L'ultime développement du vieux monde consiste à se retourner sur lui-même pour se détruire lui-même. Il s'achève par l'autodestruction. La mixité, clan, embryon de classe, devenue normative de la cité antique, autorise tout un système d'alliances opportunistes. Le choix se substitue à l'obligation originelle de l'échange, un certain choix. Les familles issues de ces nouveaux critères pragmatiques, synthèse du clan et de l'embryon de classe, constituent, elles aussi, de nouvelles alliances. Il en résulte une mutation fondamentale de la civilité, une démocratisation, entre guillemets, qui, paradoxalement, impose une nouvelle hiérarchisation sociale. Tout un nouveau pouvoir peut être défini comme étant celui d'une caste. Celle-ci est une oligarchie démocratique, entre guillemets, fondée à partir des réseaux du développement, entre parenthèses économiques et politiques, d'abord diffuse,
sans appareil institutionnel, et qui se développe essentiellement par les alliances matrimoniales. Cette caste tend à une situation d'arbitrage des deux pouvoirs dont elle est issue. Entre parenthèses, clan et embryon de classe. Mais il ne s'agit là que d'une première approche du changement, entre guillemets. C'est un constat interne à la cité, qui certes doit être proposé en tant que tel, mais qui s'avère n'être que la conséquence du développement mondial des cités. Une nouvelle caste, la nouvelle caste, non seulement arbitre les deux pouvoirs de la cité, mais encore et surtout tend à monopoliser les affaires étrangères, entre guillemets, l'ensemble des relations avec les autres cités. Ce relationnel est celui de la concurrence, laquelle ne peut qu'en venir à la guerre civile entre les cités, moment logique du système du développement par la guerre, déjà défini plus haut. Alors se confondent l'expansion économique, le grand commerce essentiellement, et la conquête guerrière. La guerre exterministe à des fins de pillage et de mise en esclavage, accumulation primitive, se complique en guerre de conquête des conditions géopolitiques du monopole des échanges. C'est la nouvelle caste qui organise et contrôle ce système militaro-économique. Elle dispose de moyens financiers et politiques. Quand elle ne participe pas directement à l'appareil décisionnel et institutionnel de la cité, elle peut par ses réseaux manipuler les pouvoirs archaïques et, par ses moyens financiers, se rendre nécessaire au fonctionnement de cette cité, à son salut, à son impérialisme. C'est le fondement de son pouvoir sur les autres pouvoirs, clans, classes, de la cité. Mais c'est bien une victoire, ce fondement de l'économie politique, primitive et antique, qui décide du commun commencement et développement réciproque de l'Empire, de l'économie politique, du pouvoir de caste, et qui leur confère la légitimité de la victoire. Ce moment du développement, la victoire d'une cité sur une autre cité, est celui de la nécessité de l'universalité, de son cheminement matériel, phénoménologique. C'est l'accession du mode de production esclavagiste à sa forme suprême, l'économie monopoliste d'empire. Alors la soumission définitive à la caste de la victoire, du pouvoir de clan et du pouvoir de classe. Cette conquête du pouvoir de la cité-empire se développe comme un extraordinaire scénario qui n'est autre que celui des contorsions du système de la parenté, si l'on peut encore désigner celui-ci comme un système. Ce scénario a tout d'abord le mérite de révéler tout ce que l'historien traditionnel, entre guillemets, doit ignorer et même occulter pour construire l'idéologie historiciste et historienne. Mais il permet surtout de reconstituer la trame d'un pathos matriciel qui n'est autre que celui de la phénoménologie, l'expression, dans le relationnel familial, de la nécessité de l'histoire, la catégorisation, alors de la sensibilité selon le conflictuel immanent à cette histoire. La logique de ce pathos surdétermine tous les autres, en particulier celui du psychosociologique conditionné par l'Oedipe, par la seule référence aux catégories freudiennes. Celles-ci peuvent être effectivement reconnues, mais comme l'expression dernière de la phénoménologie. Ce pathos matriciel présente une tonalité machiavélique et même objective, entre guillemets, tellement sa trame, par elle-même, permet les manipulations, les reniements, les retournements des stratégies de la conquête du pouvoir, de l'empire et même du pouvoir impérial. Tout un ensemble de comportements, entre guillemets, familiaux et sociaux, bien au-delà du psychosociologique, obscurs et insoupçonnés, pourraient être reconstitués à partir du déploiement de ce canevas. On pourrait faire apparaître toute une réalité cachée, celle qui est interdite par la création et l'usage du freudisme, lequel doit empêcher la connaissance phénoménologique, et proposer à sa place un imaginaire gnoséologique et pratique, habilité par le pouvoir de classe. Ici, on s'en tiendra à la seule reconstitution de la trame du système de parenté qui accède au pouvoir d'empire. On pourrait énoncer ce projet d'une manière ironique. Comment un citoyen bien né, une famille déjà bien placée, clan, classe, caste, se retrouve-t-il pouvoir d'empire, pouvoir de l'empereur, en suivant le guide, en se servant essentiellement du système de la parenté? Le moment le plus favorable pour cette conquête du pouvoir est bien celui de l'apogée de la cité. Nous avons déjà proposé ces deux conditions, l'accession d'une caste à l'hégémonie dans la cité, et la victoire de cette cité sur les autres cités. L'identification de ces deux processus entraîne un changement de mentalité, entre guillemets, une nouvelle civilité, commune au peuple et à l'élite,
un consensus. Il faut une nouvelle gestion politique qui corresponde à la nouvelle économie politique. Celle-ci ne fait que ratifier la victoire et organiser l'expansion rendue possible. Le pouvoir se fait donc centralisateur et autoritariste. C'est qu'il s'est imposé, à l'intérieur de la cité, aux deux pouvoirs fondateurs, clan et classe, et à l'extérieur aux autres cités. Ce sont les deux conditions qui permettent l'impérialisme, l'engendrement réciproque de l'expansionnisme économique et de l'empire. Le pouvoir fort, tyrannique, est une nécessité du développement, celui du vieux monde. Et cela d'autant plus que la division de la cité, clan, classe, caste, réseau, tente alors à se faire maximale et pourrait même remettre en question l'existence de la cité. L'apogée de la cité est une situation bien paradoxale, un moment décisif et bientôt méconnu de la phénoménologie. Cette division de la cité est récupérée, utilisée par la stratégie du pouvoir. Alors qu'elle est une menace de décomposition de la cité, elle permet la recomposition, mais de l'empire. Il s'agit là d'un processus logique et dialectique que nous retrouvons, et qui constitue une loi généalogique, deux points. Dans un ensemble constitué, le pouvoir peut se décomposer jusqu'à atteindre l'atome de base, la cellule politique et économique, lequel, à partir du pouvoir qui lui a été conféré et grâce à ce pouvoir, reconstitue toute la hiérarchie d'un nouveau pouvoir. La cellule de base sert de pivot. Elle permet le passage d'un pouvoir superstructural, surajouté, imposé, aux atomes de base du socius, pour que ceux-ci produisent la superstructure qui est spécifique à leur production. Ainsi se constituera la féodalité. Ce cheminement du pouvoir n'est autre que celui du chef de famille, personnage majeur de l'Antiquité. C'est le parcours d'une intentionnalité qui se renouvelle, de génération en génération, la révélation d'un inconscient collectif. Cette stratégie inconsciente du chef de famille doit accomplir la nécessité. Le développement total du pouvoir apporté par le développement complet du système de la parenté. Ce chef de famille est à l'intersection de la dynamique descendante et de la dynamique remontante. Il est tout d'abord médiateur, encore entre le tribalisme et la citoyenneté. Il est le passage obligé du pouvoir de la décomposition à celui de la recomposition. L'atomisation du clanisme déplace le pouvoir collectif originel pour en faire le pouvoir personnel de celui qui reprend à son compte une autorité défaillante. Ce nouveau pouvoir se développe selon la croissance de la cité. Il peut apparaître comme démocratique, l'égalité des chefs de famille, pour glisser du pouvoir personnel au pouvoir personnel, de la tyrannie des âmes. Il faut reconstituer tout le parcours du pouvoir, car ce n'est qu'en sa totalité, dans sa complétude, qu'une famille devient grande famille, entre guillemets, pouvoir d'empire. Ce pouvoir est une affaire de logique. Il ne relève pas d'un coup de force, de l'intrusion d'un corps étranger, de circonstances hasardeuses. La manifestation purement événementielle, politicienne, celle des grands hommes d'État ou de bataille, ne fait que cacher son cheminement logique. Le plus fort est le plus logique. Cet opportunisme logique, si l'on peut dire, peut bien être celui d'une grande famille qui, en raccourci, en contraction, saute bien des séquences, par la victoire par exemple, du développement. Mais il est surtout celui de l'enchaînement complet de ces séquences, de toutes les péripéties qui font les grandes dynasties. Le chef de famille, celui qui fait les grandes familles, récupère donc tout d'abord le processus de décomposition du pouvoir originel. Entre parenthèses, tribalisme clanique. C'est une filiation déjà acquise, une dynastie même, que ce chef de famille, de génération en génération, personnalise le système de la parenté. Il reprend et achève l'atomisation du pouvoir en privatisant les trois pouvoirs, clan, classe, caste, qui l'ont constitué. Il les récupère en se faisant le conservateur et même l'ultime instance du religieux et de la prêtrise, de leurs formes sociales, de leurs rites et symboles. Alors, à partir de ces assises, la dynamique montante, celle de l'acquisition d'un autre pouvoir du chef de famille, peut se déployer. Ce chef a fait du mariage l'instrument du pouvoir. Il va permettre la conquête d'un nouveau pouvoir qui permet une autre hiérarchie de classe. Mais il faut tout d'abord faire apparaître le rôle essentiel et combien méconnu de ce mariage. Il est le moyen de la paix civile. À ce moment de l'apogée, qui est aussi la dégénérescence du clanisme et le conflictuel des trois pouvoirs, la guerre civile du même, de la cité, est une latence qui n'attend que l'occasion de s'actualiser. Le mariage est alors le meilleur moyen de la conciliation des intérêts divergents et du renforcement des intérêts convergents. Le mariage est pacificateur. C'est sa vertu civique.
Cette détermination est bien sûr oubliée par ceux qui critiquent le mariage. Mais l'autre rôle du mariage est surdéterminant, encore plus révélateur de la cité antique. Si le chef de famille se fait chef, c'est pour imposer ce qui devient régime matrimonial d'impératif catégorique. Deux points. L'alliance des familles par le mariage arrangé, plus ou moins imposé à la femme et au mari. Ce mariage, se répétant de génération en génération, produit les dynasties familiales. Il achève la mise en place de l'économie politique de la cité antique, celle d'avant l'économie politique. Ce mariage a valeur de marché. Il permet de négocier les valeurs économiques et politiques. C'est bien la raison profonde des alliances. C'est que la raison profonde des alliances est d'être des associations de biens comme celle des filiations. Excusez-moi, je comprends bien ce que je dis. C'est que la raison profonde des alliances est d'être des associations de biens comme celle des filiations et d'être l'accumulation du capital. Le mariage sert de monnaie d'échange. Il tend même à substituer sa valeur à celle de l'échange économique. L'échange n'est plus celui de l'archaïque, de l'équivalence monstrueuse de l'être humain et de la chose matérielle, une femme contre des chèvres, par exemple. Il est devenu l'alliance d'un homme de la cité et d'une femme de la cité, contrat social entre des personnes qui permettent d'accumuler le capital et de le transmettre. Cette mercantilisation du mariage, liquidation de son caractère sacré, accomplit l'économie politique du vieux monde. Un ensemble est acquis. Deux points. L'accumulation primitive gagnée par l'esclavagisme est placée dans le système de la parenté. Redistribution qui permet de faire fructifier le capital, de l'accumuler. Cette économie primitive détermine l'organisation sociale. Les alliances matrimoniales organisent la hiérarchie sociale. Les familles émergentes sont celles qui réalisent au mieux le mode de production esclavagiste, la logique du système. Les autres familles prennent place dans la hiérarchie descendante, résidu clanique, laissé pour compte de la croissance, entre guillemets. C'est le chef de famille qui a mission historique d'ordonner ce nouvel ensemble, le passage à l'Empire. C'est qu'il dispose des pleins pouvoirs. C'est l'ère de la tyrannie. Celle-ci est d'abord familiale. La décomposition du clanisme originel a laissé ce chef de famille dépositaire de son pouvoir. L'atomisation en famille amène le chef de famille, qui ne peut guère se justifier par le haut, entre guillemets, à s'imposer par le bas, par son autorité sur sa femme et ses enfants. C'est l'origine de la tyrannie domestique, celle qui commande le mariage arrangé. Le cheminement vers l'Empire sera le passage de ce despotisme à la tyrannie d'État. Il n'y a pas d'hiatus entre les deux. C'est dans la continuité que s'opère le passage. La tyrannie est la forme de sociabilité qui se constitue dans le moment de la guerre civile du même, celui du passage de la cité à l'Empire. Cette guerre est celle des cités entre elles et des compositions maximales de la cité, affrontement maximal des trois pouvoirs. Alors, l'explosion du pouvoir et son atomisation en grande famille. Pour résister, le chef de famille, comme sur un champ de bataille, doit mener un combat qui nécessite le commandement autoritaire. Le tyrannique est une nécessité d'ordre historique et dialectique. On ne peut le réduire à un personnage, à un règne, à un caractère. C'est une dimension relationnelle obligée, entre guillemets, comme le mariage arrangé, qui n'est que le soubassement du tyrannique, un moyen certes essentiel. Mais la forme tyrannique, dans son extension et compréhension, se développe bien au-delà de la stratégie maritale. C'est toute la superstructure de la cité antique, au moment de son passage à l'Empire, qui s'édifie d'une façon despotique. La hiérarchie de classe elle-même se reconstitue selon cet autoritarisme, à partir de la contrainte généralisée du mariage arrangé, entre guillemets. Paradoxalement, le tyrannique peut apparaître comme démocratique si on le compare au collectivisme totalitaire du tribalisme clanique. Il se développe selon l'égalitarisme des chefs de famille et de la liberté, combien relative de l'entreprise. On peut même dire que ce tyrannique engendre une liberté qui n'avait jamais existé dans la tribu, et le clan, puisque soumis au totalitarisme des totems. Certes, c'est une liberté à la Créon, qui aménage ses allées du pouvoir dans le tissu même de la socialité du clan et de la cité. C'est un embryon de société civile, celle que la tyrannie impose. Alors, clan, parentèle, lignage, classe sociale, embryonnaire, famille, réseau, deviennent les moyens du pouvoir tyrannique, servant de support aux alliances de l'ascendance. Pas d'orthographe là.
Après les manipulations familiales de la première décomposition-recomposition, celle de la rupture fondamentale avec le clan et la tribu, celle de la première hiérarchisation de classe, l'atomisation relative, entre parenthèses, permet à la tyrannie d'origine domestique de pénétrer au plus intime du tissu social. Après la décomposition du relationnel, une micro-sociabilité permet d'aménager un espace de liberté, celui de que la tyrannie utilise comme moyen pour revenir à ses fins. Cette liberté n'est autre alors que celle de l'arrivisme et de l'intrigue, de l'opportunisme généralisé. C'est à partir des fragments de parenté que s'organise la vie publique comme la vie privée. Ils servent de support de référence, d'acquisition à la stratégie inconsciente du tyrannique. Ils permettent les départs dans la vie, les arrivées, les projets et cadres de vie. À ce moment, celui de la guerre civile du même, le tyrannique fonctionne selon une grande liberté d'expression et se généralise comme mode de vie. Quel paradoxe! Le tyrannique comme processus de création de la liberté. La loi des reins est bien la conquête du pouvoir, mais avec une extraordinaire liberté de moyens. Clan, classe, lignage, caste, famille, réseau, etc. Aussi faut-il repenser la relation entre tyrannie et démocratie. Elle est toujours pensée comme antagonisme radical. Les deux ordres seraient irréductibles. Tout au contraire, nous constatons leur engendrement réciproque. Le tyrannique se développe en créant l'espace de la liberté. Cette dernière n'est que la conséquence de la tyrannie. Aussi faut-il corriger les termes de la problématique politique. Le tyran n'est que l'émanation d'une société tyrannique. Il n'est que la ratification finale d'un processus. Ce n'est pas un accident, une prise de pouvoir subversive empêchant la démocratie. Dans une société tyrannique, le pouvoir ne peut être que celui du tyran lui-même, l'empereur. La course au pouvoir tyrannique s'organise selon cette loi. C'est le plus tyrannique qui l'emporte, c'est la famille qui a le plus tyrannisé, mais qui s'est aussi le plus tyrannisé. Il faut cette double détermination, extérieure et intime. Alors, l'accès au pouvoir personnel, le chef de famille devenant le chef politique, le despotisme familial se réalisant au sommet de l'État, la famille qui sera impériale est la plus performante, entre guillemets, celle qui accomplit à la perfection la logique du parcours. Décomposition et recomposition, déclin et ascendance, atomisation et alliance. Cette famille ayant tout vécu en sa maximalité, les mutations comme la continuité dynastique expérimente le pathos maximal, celui qui devient représentatif, exemplaire, celui de l'accès au pouvoir suprême, personnel. C'est le théâtre qui a exposé cette thématique avec force. Nous voulons la proposer en termes de phénoménologie, comme cheminement dialectique et historique d'une fatalité. Toute une stratégie maritale permet l'ultime accès au pouvoir personnel, despotique. Elle s'accomplit en deux étapes, celle de l'opportunisme autorisé par la décomposition du système de la parenté. Le futur tyran, d'État, doit d'abord faire peau d'œuvre. C'est qu'il doit éloigner, écarter, liquider les supports familiaux qui lui ont permis de devenir chef de famille et d'une grande famille. Il s'agit de ses appartenances de clan, de classe, de caste, de parentèle, de lignage, de réseau, des modalités de la décomposition du tribalisme clanique. Pour se débarrasser de ces supports, il use de la répudiation, de la mise à l'écart de sa femme, de son éloignement, de son exil. Il se libère ainsi de tout son passé, annulant toute obligation de l'alliance qui, pourtant, l'a porté au pouvoir. En un second moment, le candidat tyran se remarie. Il s'allie à un nouveau système parental, à une autre grande famille, nous le verrons pour le roi Marc, à un autre royaume. Il peut ainsi, par ce nouveau pouvoir, tenir en respect le pouvoir répudié. Mais il peut aussi tenir en respect, par le pouvoir déjà acquis, ce nouveau pouvoir. Il crée ainsi un fabuleux espace stratégique. Il est l'émanation de deux pouvoirs qui peuvent disparaître lorsqu'il apparaît comme lieu de synthèse, de dépassement. Ils le doivent, même, pour que cette synthèse se fasse opérationnelle, pour que la grande famille progresse encore dans la nouvelle constitution du pouvoir, pour revenir à la centralisation maximale, celle dont la concentration autorise la toute-puissance de l'Empire. À leur place, au fur et à mesure de leur effacement, le candidat tyran met en place son réseau personnel d'alliances secrètes et de promesses alléchantes. À ce jeu d'éloignement et même de liquidation progressive des alliances, qui pourtant l'ont porté au pouvoir, et de la redistribution de leur pouvoir, la famille élargie, du tribalisme clanique, se réduit de plus en plus
pour n'être plus que la famille mononucléaire, triangulaire, père, mère, fils. C'est le surgissement d'un nouveau pouvoir, celui de l'interdépendance de ces trois composantes, d'un ensemble politique qui n'est autre que la réalisation de la famille, qui se met hors de portée de tous les autres pouvoirs, qui est l'achèvement du système de la parenté originelle et commencement de la dynastie d'empire. Cette famille, elle seule, dispose des trois termes qui constituent ce pouvoir d'empire. Cette famille se constitue du chef de famille, qui apporte tout un système d'accumulation, de concentration du pouvoir, de sa femme, qui apporte l'alliance suprême, celle qui manquait encore, qui achève l'unification des pouvoirs issus de la tribu et de la cité, alliance qui sera en sa perfection mythique celle des royaumes, du roi Marc et d'Iseux, et du fils aîné, qui reprend et achève l'œuvre du père, qui par répétition la pérennise. On peut faire apparaître alors l'entropie suprême du vieux monde, l'ultime dérive du système de la parenté, celui du tribalisme clanique. C'est une autodestruction, qui peut en venir même à la criminalité. L'endogamie se clôt sur elle-même. C'est que la guerre civile du même est inextinguible. Elle se poursuit et se reporte dans la famille triangulaire. Cette condensation du pouvoir dans le plus petit nombre, celui du tripartisme, et dans la plus grande interdépendance. Cette quasi-indivision déterminée par la généalogie du pouvoir est encore bien loin du pouvoir absolu, alors rendu possible. Tout un parcours reste à faire. Le pouvoir absolu doit se gagner sur cette autre soi-même, qu'est la famille, faite des liens de l'alliance et de ceux de la filiation. Cela peut commencer par une méfiance défensive, a priori, défense de sa part du pouvoir. Elle s'installe, devient surveillance despotique. Elle apparaît alors comme légitime. Le tyrannique, parce que tyrannique, est le règne du soupçon généralisé, et légitime. La paranoïa doit se fonder sur le droit familial, domestique. Le tyran prétend défendre sa famille. Son devoir est de prévenir la faute. Mais l'imaginaire de ce tyran est celui du complot, entre guillemets. C'est un imaginaire objectif. La méfiance défensive s'articulant sur une réalité circonstancielle. La menace est bien réelle, celle des forces extérieures, d'opposition au tyrannique, qui passeraient à l'acte. Mais le pouvoir étant un tripartisme généalogique et une quasi-indivision, cette subversion ne peut être réalisable que par l'irresponsabilité, la manipulation, la défaillance, la connivence, la complicité de sa femme ou de son fils. C'est un délire encore objectif. Il ne fait qu'exprimer la réalité. Il est la lucidité même. La pathologie est même d'être trop lucide et de faire une potentialité évidente, une certitude absolue. La paranoïa objective s'installe lorsqu'une virtualité probable est interprétée comme une fatalité. Toute une dynamique du pouvoir peut alors s'achever par la monstruosité, celle de l'univers familial de XXX. C'est un mot qui manque. Non, c'est un mot qui manque. Voilà, c'est un mot qui manque. Voilà, c'est ça. Bon, on va faire des devinettes alors. Toute une dynamique du pouvoir peut alors s'achever par la monstruosité, celle de l'univers familial de, ça doit être peut-être une référence à un mythe ou je sais pas, quelque chose comme ça. Le pouvoir est celui du passage à l'acte, de la criminalité, de l'élimination physique, de la destruction de la famille, de soi-même. Le pouvoir tyrannique est une machine à faire le vide. C'est le pouvoir du même qui s'est vidé de l'autre, et du même. Cette mortelle solitude du non-être est l'ultime renversement paranoïaque, logique et naturel, entre guillemets, la guerre civile se rapportant dans la conscience. Conscience affolée par la culpabilité et qui trouve, dans l'abus de pouvoir, le moyen de vérifier son impunité. Il est une autre voie de l'extinction du système de la parenté issu du tribalisme clanique, de la fin du renfermement endogamique. C'est l'inceste, celui des plus proches parents, celui du frère et de la sœur, Égypte. L'échange est alors le plus pur, entre guillemets, car pure consanguinité. C'est le dernier rétrécissement de cette peau de chagrin qu'est devenue l'endogamie monogamique. Le couple est celui de l'échange de l'identique, du même et du même, la filiation devenant aussi le même. Le même est définitivement mort à l'autre, proclamation tautologique et mortifère. Dans les deux cas, la réciprocité originelle de l'endogamie et de l'exogamie, du même et de l'autre, est totalement effacée, anéantie. À la place de cet échange, son contraire absolu, deux points. Le pouvoir absolu, d'un chef de famille qui devient tyran, empereur, pharaon. D'abord, il est très cohérent. Ouais.
Ça veut dire Non, mais très cohérent. En interne, il y a une grande cohérence interne avec une progression tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cohérence avec le reste, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais dans le style, même dans le style, il n'est pas écrit comme le reste. Non, c'est un truc qu'il a inséré. Alors, ce petit 3 là pour le coup, mais il fait là pour le coup là, il fait, on disait par rapport au procès de production qui n'en parlait pas beaucoup dans le petit 2, mais là il fait vraiment la part belle au système de la parenté. Quoi, je crois, ah bah oui, c'est aussi pour ça que ce texte est différent. Parce que là cette fois-ci, on traite du pouvoir et de la parenté. Hein. Le système de la parenté, c'est vraiment traité. Un essai d'anthropologie historique sur le C'est un peu ça. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'il cite toujours personne. Donc bon, on voit bien qu'il a bouffé un peu à quelques râteliers, mais du coup, ça fait un ensemble qui est très cohérent. C'est ce que tu dis. Hein. Après, je pense que là, il serait sans doute pas content de dire ça, mais il y a une influence des structuralo-marxistes des années 70. Hein. Je pense. Hein. Enfin, il serait pas content qu'il dise ça. J'en sais rien. Si, parce que le structuralo-marxisme, il n'aime pas ça. Il faut voir ce qu'il en dit, même dans le livre. Hein. Je ne connais pas ce que dit le structuralo-marxisme. De ce point de vue-là. Si, par exemple, dans la lettre aux communistes, il en parle. Il en parle. Ah oui, ça, il est con, ça, c'est clair. Il y a le freudo-marxisme et le structuralo-marxisme. C'est qui, Lucien Sèvres, par exemple Non. À l'époque, non. Justement, je cherche le nom d'un des... Il y a eu un courant, comme il y a eu un courant freudo-marxiste, il y a eu un courant structuralo-marxiste, des gens qui ont cherché dans l'historicisation de la structure et le renversement matérialiste de la logique de la parenté, ils ont cherché une forme de mais c'est pas un peu c'était pas le prof de Godelier? Godelier. Mais il avait un prof qui était... Attends, je sais plus Godelier, c'est un élève de... C'est un élève d'Althusser aussi. C'est un élève d'Althusser aussi. Ah, mais c'était un compagnon de groupe d'Althusser. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, c'est un élève de Lévi-Strauss. Interlocuteur d'Althusser, monsieur compagnon de route, non, pas au sens où Badiou a pu l'être. Mais oui, Godelier, oui, c'est ça, Godelier. Et dans ce cas-là, la structure, c'est le système de la parenté dans la tribu. C'est ça la structure? Non, la structure, c'est la lecture, lecture structurale des rapports de parenté. Là, on n'est plus dans la tribu. Le passage de la tribu à la cité. Parce que justement, à un moment donné, il a l'air de dire qu'il y a un processus anthropique et la structure originelle, pure, c'est le système de la parenté dans la tribu. Du clan, clanique. Et apparemment, d'après ce qu'il dit, il dit qu'il y a une processus de décomposition, une phase de descendance. C'est ça, le processus d'anthropie. Il n'y a pas une phase d'ascendance, c'est-à-dire que la phase de descendance, de décomposition d'après ce qu'il dit, du système clanique, jusqu'au pater familial, quoi. Et après, reconstruction dans une phase d'ascendance, d'après lui, du pater familial jusqu'au tyran. Et d'ailleurs, à un moment donné ou deux, il dit qu'il y a des similitudes avec ce qu'il fera également, l'analyse qu'il fera par rapport à la féodalité. Aussi processus de décomposition jusqu'à la cellule de base, quoi, finalement, qui permettra l'exploitation du territoire via le fief, Mans, etc. Tous ces trucs-là. Donc il y a des similitudes là, de montrer le système de la parenté qui travaille la société, quoi, en profondeur, hein, puisque c'est avec un processus de décomposition, un processus de recomposition. Cherche à exprimer, c'est une entropie de la structure de parenté, du système de parenté. Entropie au sens de déperdition d'énergie ou d'information. D'information. On est loin d'une explication par le développement économique. Hein. On est vraiment dans une explication structurale de la formation de l'État, finalement de l'État moderne.
trouve que ce passage-là est étonnant. Il sonne pas comme le reste, quoi. En tant que musicien, je ne coupe pas mieux le morceau. Ben, c'est lui, de toute façon, les musiciens, comment ça bah là, t'es passé de... Oui, c'est ça. Là, il dit aussi qu'il y a entre la tribu et puis finalement la cité antique, tu as une mutation, à savoir que on passe du répétitif, d'un répétitif encore très puissant dans le clan, dans la tribu, à finalement à la cité antique, où finalement c'est le faire qui devient l'être, donc la praxis qui effectivement, sans doute, alors là je pense qu'il doit faire référence au développement, au premier développement économique de la cité antique. La nouvelle ontologie invente, pure création de la praxis, les moyens du devenir historique, le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel de la cité, en tant qu'ensemble organique, totalement coupé de la première ontologisation. La participation à l'être sert alors de faire. La cité antique inverse cette relation, le faire et l'être. C'est vrai que, bon, c'est un truc que comment il s'appelle? Le bourgeois, là, il a prétendu vouloir nous apporter, mais bon, il a fait n'importe quoi, mais c'est vrai que quand même, il y a des éléments de genèse de l'œuvre qui manquent, quoi, dans ce... Enfin, on a pas de notes, ce que tu dis, c'est vrai, on fait des spéculations sur, ça ressemble à du structuralo-marxisme, mais il y a un moment donné, moi, ce bouquin, il a un statut, enfin, là, on emprunte à tout, quoi, au romanesque, au structuralisme, à la psychanalyse, à l'ontologie. Bon, Aristote est là, bon, c'est très bien de faire venir Aristote, comme vous voulez dire. Heidegger. Ouais, ça. La compréhension et bah oui, mais l'extension. Enfin bon, après c'est sympa, on a l'impression qu'on lit une espèce de... Je sais pas, en musique on appellerait ça un récitatif, ou un truc... ou une rhapsodie, enfin je sais pas. C'est une rhapsodie. C'est une rhapsodie d'ailleurs, ouais. C'est le terme qui convient. Ce bouquin c'est une rhapsodie. Bon. Quand même... Parce que c'est vrai que ça c'est pas du tout marxiste, ça. Il n'y a pas un pet de marxiste là-dedans, quoi. Mais il y a des éléments, une fois que tu as dit qu'il n'était pas marxiste, il y a peut-être des passages ou des trucs à sauver. Il y a des passages à sauver, je veux dire, mais c'est juste qu'il n'y a rien de marxiste là-dedans. Je peux me faire haïr par toutes les éditions d'Alga et toutes les librairies du monde entier, mais je veux dire, il n'y a rien de marxiste là-dedans, c'est hallucinant. Mais on n'est pas obligé d'être marxiste. Dans ce chapitre, c'est vrai. Le chemin de marxisme fondement pour une ontologie du marxisme. Bah, tu choisis un passage quand même particulier, puisqu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on parle de ce passage. C'est un long passage, je me suis fait chier à le lire. Alors, en effet, c'est un passage qui fait 20 pages. Moi, je trouve qu'il y a un souffle. Je retrouve le souffle de certains passages du capitalisme de la séduction, où il y a comme ça des voix qui sont assez enthousiasmants. Ça swing. Je trouve ce passage plus enthousiasmant que ce que j'ai lu avant, en tout cas. Mais bon, ce qu'on dit, c'est sûr que... Même si tout le monde n'est pas acheté, loin s'en faut, on n'est pas dans le marxisme, on n'est pas dans le matérialisme. Dans le matérialisme, je sais pas, parce que... Là, non, l'explication par la superstructure. Le système de la parenté. Oui, c'est ça. Si tu expliques par la superstructure, t'es pas marxiste. À la limite qu'on reconnaisse et qu'on développe le rôle de la superstructure
dans la mutation sociale, évidemment qu'il le faut. C'est même pas qu'à la limite, il le faut, mais il n'empêche que la question dans cette émergence de la tyrannie de l'Empire, enfin oui, la tyrannie de l'Empire, mais aussi ça va plus loin, il y a des passages où il parle quasiment de la naissance de l'État moderne. Et nous, on ne sait plus où on est dans le passage entre les pharaons, les Romains, le Moyen-Âge, sans à aucun moment mobiliser une réflexion sur les conditions concrètes de fonctionnement de la société, la base matérielle. Ça, c'est pas matérialiste. Bah, c'est-à-dire que Marx, dans l'idéologie allemande, il te le dit, ça. Il te dit, enfin, en fait, là, faire une histoire à partir que de la superstructure, c'est exactement ce que Marx dit de ne pas faire dans l'idéologie allemande. Il te dit, bah, ça veut dire que tu expliques dans ces cas-là une époque par l'objectivation dans le droit ou autre chose, et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut expliquer au contraire les phénomènes de superstructure par le développement des forces productives et des rapports de production. Ceci dit, alors moi, superstructure, je veux bien, mais quand même, le système de la parenté, c'est quelque chose qu'on partage avec la reproduction, plus exactement, on partage ça avec tout le monde, le monde animal et le monde végétal aussi, quoi, hein. Donc c'est quand même quelque chose de matériel, très matérialiste, quoi, hein. Attends, tu peux redire ce que tu viens de dire à l'instant, j'ai pas suivi le début de la phrase. Le système de la parenté, la parenté et les animaux ont un système de la parenté également. Non, mais de la reproduction. Oui. Mais c'est pas la parenté, la reproduction. Ah bon? La reproduction, la parenté. Attends, je veux dire que le muguet, il est. Non, le végétal, j'exagère. Le végétal, j'exagère. Végétal, j'exagère. Mais néanmoins, ça a quand même des bases, la reproduction, quand même des bases matérielles, quand même, qu'on partage avec le règne, avec l'être organique, quoi. Donc c'est pas des superstructures, je veux bien. Enfin, quand même, il y a une base réelle, quoi. Je veux dire, quand tu vas. Quand tu te reproduis, c'est quand même quelque chose de tout à fait matériel. La façon, effectivement, de gérer cette reproduction, bon, c'est pas non plus quelque chose d'absolument qui fait partie des seules superstructures, quoi. C'est aussi l'infrastructure tout à fait. Mais attends, là, excuse-moi, mais là tu utilises des mots. Infrastructure, ça veut dire quelque chose de bien particulier dans le marxisme, quoi, tu vois, c'est pas. Là, en tout cas, je pense au plus clair, il oppose la superstructure à l'infrastructure, c'est dénoté historiquement. Disons, limiter un petit peu le côté, de dire qu'il traite ça uniquement du point de vue des superstructures. C'est ce qu'il fait, enfin, c'est factuel. Oui, non, mais je veux dire, c'est quand même des trucs qui sont. La reproduction, c'est pas non plus quelque chose qui relève que des superstructures, quoi. Donc quand tu prends. Quand tu te reproduis, c'est pas uniquement de la superstructure. Je comprends pas ce que ça veut dire. Oui, non, mais je pense que là, il y a un côté matériel quand même dans ce système de la parenté, quoi. C'est pas qu'un côté superstructural, quoi. Tu utilises finalement. Avant, il a quand même malgré tout abordé ce problème, puisque dans le tribal, il te dit que effectivement c'est la guerre du même contre l'autre, donc une économie de guerre qui se met d'abord en place, quoi, et qui petit à petit va effectivement donner les premières bases, les prémices de l'économie politique, et notamment avec la possibilité donc, de l'esclavagisme par rapport
aux vaincus et de la terre qui était, du territoire qui était conquis sur le vaincu. Donc il y a quand même une base économique, si tu veux, mais à cette époque-là, c'est quelque chose des premiers linéaments économiques, et ensuite donc se constitue une économie politique. Non mais c'était pas forcément... Mais là, il te parle parallèlement à ça, dans le système de la parenté, également se créent des processus de décomposition, de recomposition, parallèles à cette évolution économique. Bah, je ne sais pas. En si peu de pages, tu veux, je ne pense pas qu'il ait la prétention de balayer l'ensemble de ces transitions. Hein. Donc je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est. Donc c'est quelques bases pour tendancielles, hein, sur des logiques qui sont à l'œuvre, d'après lui, hein, depuis le clan jusqu'à la cité, et ensuite l'Empire, aussi bien au niveau économique, économie de guerre, puis début de l'économie politique, et le système de la parenté, décomposition du système de parenté clanique, et donc via la cité antique, donc jusqu'au père de famille, qui est vu comme un élément, une cellule de base pour après, d'après ce qu'il dit, l'ascendance d'un pouvoir tyrannique. Je sais pas, hein, je sais pas si c'est bon, mais ça me paraît pas donc discordant, si tu veux, par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Maintenant, bon, je sais pas ce qu'on peut en faire tellement en soi, si tu veux, s'il y a une portée vraiment de ce passage, je sais pas. Ça m'apparaît traité un peu comme le reste, quoi, sur la base de la logique de la production et la logique de la reproduction à ce moment-là, puisque ce serait la logique du système de parenté qui travaillerait aussi ces sociétaires. Je ne sais pas si c'est marxiste ou pas marxiste, mais... On le sait. Marxiste. Après, encore une fois, moi, il y a des gens très bien qui sont pas marxistes, ça c'est pas le problème. Mais je n'ai pas d'autres explications en base de... De toute façon, il ne s'agit pas d'une philosophie de la praxis en théorie là-dedans. Je ne suis marxiste que dans la mesure où le marxisme est matérialiste. Si le marxisme est idéaliste, je ne suis pas marxiste. Et il y a tellement de marxisme. Abondance. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment des marxistes. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment des marxistes, des marxistes un peu idéalistes. C'est un peu contradictoire. Oui, mais alors là, je veux dire, oui, bien le sûr. capitaine a donné les ordres, et sa peste sur Feuerbach, il s'agirait. Je pense que c'est dans la pratique que le marxiste apparaît, c'est pas dans la... Parce que sinon, après, on entre dans des querelles identitaires sur le marxisme, qui sont bien compliquées, que j'ai pour ma part abandonné depuis un certain temps déjà. Non, je dirais que c'est pas marxien. Bon, de toute façon, c'est sans doute pas non plus matérialiste. Enfin, je veux dire pourquoi pour moi c'est pas matérialiste, c'est pour une raison très simple. C'est que moi, jusqu'à plus ample informé, je considère que la base matérielle, ce que Marx appelait la base matérielle, détermine à la fois les structures de parenté et les structures de pouvoir, l'émergence des formes de pouvoir, qui répondent à des exigences, des réquisites qui sont des réquisites de production, de distribution, voilà. Je dirais pas comme Macron en même temps, mais à la fois, il y a cette double détermination qui n'interdit pas qu'il y ait évidemment des relations entre la structure de parenté et la structure de pouvoir, et qui peuvent être très intéressantes à étudier, mais en arrière-fond, et même en fond tout court, au fond, il y a la base matérielle. Or là, sur ce court passage
qui est, je le répète, moi je le trouve assez brillant, hein, mais la base matérielle, elle disparaît. On a l'impression que la structure de parenté suit sa vie, fait sa vie et détermine les structures de pouvoir. Je crois que là c'est du marxisme avec la structure de parenté à la place des rapports de force. Non, mais il en avait parlé comme au petit 2, quoi, de la logique de la production. Il en a parlé. Mais alors, par exemple, parce qu'il en a parlé, il n'en a pas parlé. Parce que déjà au petit 2, il est très centré sur... C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, injustement, je me suis mal exprimé, mais j'ai dit qu'il ne parlait pas du tout de la base matérielle. Il en parle, mais au travers, par la médiation de la réflexion sur la structure de parenté. Déjà là, dans le petit 2. Pas que, mais... De toute façon, par exemple, moi je vois par exemple dans les traits de code... Parce que quand tu lis le début du bouquin, il fout une volée de bois vert à Lévi-Strauss. Alors je comprends un truc, c'est que Lévi-Strauss, c'est pas de l'anthropologie historique, ça on sera bien d'accord. Lui, il est sur le terrain de l'anthropologie historique. Mais n'empêche qu'il est aussi sur le structuralisme. Par exemple, quand on pense à les traits de code, à ce moment-là, il le fait aussi, si tu veux, parce que les traits de code, qu'est-ce que c'est? C'est la féodalité. La féodalité, c'est la mise en forme du territoire, finalement. Voilà. Donc là, c'est l'exploitation de ces forêts, etc. Et c'est finalement un mode de production féodal qui est mis en place pour exploiter les forêts. Et pour exploiter la terre, finalement, qui a été conquise. Bon, ça c'est purement de l'ordre de l'économique. Et ensuite, également, il va t'expliquer également qu'il y a aussi le système de la parenté qui va venir aussi pacifier, si tu veux, ce royaume par l'exogamie monogamique pour créer des alliances afin de pouvoir ne pas être tout le temps en guerre, si tu veux, les uns contre les autres, pour pouvoir justement que ce processus économique se fasse correctement. Donc, si tu veux, moi je pense qu'il y a les deux éléments, quoi. Bon, il y a effectivement le processus économique, mais aussi il y a ce système de la parenté, donc qu'il traite assez souvent. Bon, je ne pense pas que ce soit une preuve de céder, si tu veux, à l'idéalisme que de faire intervenir le mode de reproduction, finalement, des sociétés. C'est quelque chose, quand même, qui a une part matérielle tout à fait évidente. Donc, bon, je ne pense pas qu'il parle que de ça. Et là, c'est quand même relativement, dans le livre, ça représente une quinzaine de pages. Bon, je ne pense pas que ce soit le reflet de l'ensemble du bouquin que de parler d'être un bouquin sur le système de parenté. Ça ne serait pas vrai, par exemple, peut-être pour le traité de l'amour fou. Sur le livre de Tristan Luseux, du roi Marc, etc. Là, c'est peut-être un peu différent, mais juste, avec celui-ci, c'est vrai que j'accroche moins. Je suis arrivé... Mais là, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de général dans ce livre-là, que de systématiser, si tu veux, une lecture de l'histoire par le système de la parenté. Là, il le fait effectivement, mais il le fait avant avoir fait une lecture où il montrait justement la logique de la production à l'œuvre, bien qu'effectivement assez condensé. Mais je ne pense pas que ce soit là une position idéaliste que d'en référer au mode de reproduction des sociétés et des hommes.